Une abominable odeur de moule. Dans ce 55e épisode, et oui déjà, du podcast Sodomie la première nuit, point d'interrogation, je vais parler des odeurs de moule et de crevettes, bref, des odeurs marines qui sont souvent associées au vagin des femmes. Après quelques considérations pratiques, nous nous interrogerons sur ce qui se cache derrière l'odeur présumée du sexe féminin et la manière dont les femmes et les hommes y réagissent. Pour info, j'animerai un webinaire dimanche 14 mai à 20h sur le thème de l'intelligence émotionnelle et de la quête amoureuse. Je vous expliquerai si vous pouvez y avoir recours et si oui, comment. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description. Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parle toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Dans les films américains, la notion d'odeur n'existe pas. Il se plaque contre le mur, il se déshabille en 3 secondes et demie, elle jouit dans un laps de temps encore plus court, et on a compris que c'était pour le film, mais que finalement, ils sont toujours propres, ils sentent toujours bons, ou ils sentent pas bons, mais en fait, tout le monde s'en moque, puisque de toute façon, ce qui compte, c'est que nous, on ait perçu le message qu'ils sont en train de faire l'amour. Et que bien sûr, ça leur plaît. Parfois, on voit l'homme entre les jambes de la femme, sous les draps. Il émerge avec un air un peu ravi, et elle, pendant ce temps-là, se pâme, elle a l'air content. Mais c'est comme si l'odeur n'existait pas au cinéma. Ou alors que tout le monde sent tellement bon que cela ne mérite même pas d'être évoqué. Vous vous en doutez, dans la vraie vie, il en va tout autrement. D'une manière générale, le cunnilingus se passe plutôt bien quand les femmes sont d'une propreté standard ou qu'elles se rafraîchissent si elles en ressentent le besoin. Et ce n'est pas évidemment de cela dont nous allons parler. Parce que ça n'est pas toujours le cas. Contre toute attente, à écouter certains hommes, il y a des femmes qui prêchent le naturel, qui trouvent normal que leur dernière douche date de plus de 24 heures et qui s'étonnent même que l'homme ne soit pas émerveillé par cette odeur naturelle et tellement particulière et tellement personnelle en fait. Après, comme on le verra plus tard, il y a sans doute une justesse entre la petite fille négligée et l'obsessionnel de l'hygiène. Ce qui est certain, c'est que de mon expérience, dans les stages de tantra par exemple, ou même tout simplement dans les soirées biodanza, j'ai été extrêmement surprise par la forte odeur corporelle de femmes, qui n'était pas une odeur, j'ai envie de dire une odeur saine de quelqu'un qui transpire sur une peau relativement propre, mais plutôt cette fameuse odeur de petite fille négligée qui était vraiment tout sauf sexy. Alors est-ce que ces odeurs qui émanaient de tout leur corps, pas spécifiquement de leur sexe, étaient naturelles? Est-ce que c'était parce que leur sexe était coincé dans une culotte? Peut-être que le vagin avait macéré. En tout cas, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire dans les stages sur le féminin, on nous invite à vivre sans culotte sous nos jupes ou sous nos robes, de façon à laisser respirer la fameuse foufoune. Donc il y a des femmes qui se négligent de manière volontaire et presque agressive, et d'autres qui ne se rendent même pas compte qu'elles puent et que ce n'est pas forcément agréable d'être à côté d'elles. La petite fille négligée étant quand même un vrai souci, parce que c'est un manque de respect de l'autre aussi. Mais une fois de plus, il y a une nuance qui est différente pour chacun. Il y a quelque chose d'autre aussi qui fait qu'une femme peut sentir une odeur forte et désagréable. C'est le fait d'oublier un tampax au fond de son vagin. Et si vous demandez au gynéco, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Et j'ai une de mes amies qui a eu ce problème et qui, lorsqu'elle est allée consulter, s'est faite réprimander par son gynéco qui a été chercher au fond de son vagin un tampax qui datait de Mathusalem. On peut donc comprendre qu'il y ait eu une forte odeur entre la macération et la désagrégation, c'était sans doute pas la joie. Une odeur désagréable peut venir aussi d'une maladie vénérienne, d'une infection, d'une cystite, de plein de choses qui peuvent se passer à l'intérieur du vagin. Et en tout cas, quand ça gratte, quand ça chauffe, quand c'est irrité, je vous invite à les consulter tout de suite. À l'inverse, puisqu'on vient de parler des personnes qui se négligeaient, j'ai été très surprise du côté hygiène intime aseptisée façon États-Unis. Entre les serviettes hygiéniques qui sont supposées absorber les fuites et les odeurs en quelques secondes, entre les crèmes ou les lingettes spéciales qui permettent de rafraîchir le minou de la dame en toute saison,
donc sous-entendu quand il fait très chaud aussi, et qu'on peut emporter en soirée au cas où on se retrouverait à vivre une intimité imprévue. Parce que maintenant, il est hors de question de sentir la profondeur marine, il faut être capable de parer à toute éventualité nouvelle et excitante. Donc d'un côté, on a en gros les crades pour caricaturer, et de l'autre côté, les maniaques de l'hygiène. D'ailleurs, pour aller dans ce sens, il y a un livre qui s'appelle « Les lettres d'amour à Joséphine ». Ce sont les lettres que Napoléon lui a écrites et c'est publié chez Fayard. Et il aurait dit à Joséphine « Ne te lave pas, j'accours et dans 8 jours je suis là ». Souvent, lorsque cette phrase est citée dans un dîner par exemple ou devant un groupe de gens, il y a une espèce de grimace de dégoût. Ah, c'est crade, ah, elle doit puer, etc. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que quand on est vraiment dans une relation d'amour avec quelqu'un, on va aimer son odeur. Et j'imagine que c'était une manière élégante de lui dire qu'il l'aimait en entier. Et que même si c'était à prendre au premier degré, pourquoi pas? J'ai entendu des coachés me dire que leur compagnon aimait bien leur faire des cunis lorsqu'elle n'était pas d'une grande fraîcheur et que ça les dérangeait elles, mais que eux adoraient ça. Je crois que c'est vraiment quelque chose de très personnel. Pour autant, ce que l'on peut en retenir, c'est que, visiblement, la même odeur venant d'une personne non investie ne sera pas perçue de la même façon que si c'est l'odeur de la personne que l'on aime. Plus il y a de l'amour, plus certaines odeurs qui pourraient être déplaisantes à froid deviennent excitantes, d'autant que l'odeur évolue au fil de l'acte sexuel. Chez les deux partenaires, même s'ils sortent de la douche, plus ils vont se frotter, se remuer, se tourner, s'embrasser dans tous les sens, plus leur corps va produire des odeurs. Mais comme ils ont fabriqué, entre guillemets, cette fragrance à partir de leurs hormones, c'est comme s'ils avaient construit une sorte d'intimité olfactive qui finalement témoignerait de leur osmose. Pour autant, il y a des personnes qui ont des odeurs naturelles fortes et parfois désagréables. Et je me souviens, dans mon agence de rencontre, il y avait un homme que j'avais présenté à une femme qui était blanche a priori, mais qui était d'origine malgache. Et il m'avait raconté que, en sortant de la douche pendant 5 minutes, ça allait, mais au bout de 5 minutes, son odeur, entre guillemets, dégénérait et devenait de plus en plus forte et il ne la supportait pas et c'est pour ça qu'il l'a quittée. Et dans le même ordre d'idée, je me souviens d'une cliente qui était sortie avec un client qui était roux et d'après elle, d'après ses dires, d'abord ça ne se voyait pas parce que ses cheveux, vu qu'il avait déjà la quarantaine, avaient viré à l'auburn, mais les poils de son sexe étaient orange, comme disent les enfants. Vous savez, il a les cheveux orange. Ce qu'elle trouvait plutôt joli. Sauf que, encore une fois, au fil du temps et très rapidement, l'odeur évoluait et devenait de plus en plus acide. Et elle avait utilisé ce terme, c'était une odeur aigrelette. J'ai souvent entendu dire que les roux avaient une odeur acide. Mais j'imagine qu'il y a des gens très typés avec des odeurs standards ou pas d'odeur du tout, ou si peu. Des gens typés qui en ont une forte, des roux très odorants et peut-être des roux qui ont des pH neutres, lol. Donc, on ne peut pas généraliser. Ce qui est certain est ce que l'on peut, en tout cas, entendre jusqu'à présent, c'est que selon la manière dont vous concevez l'odeur de l'autre, et l'odeur en général, surtout quand il s'agit de la vôtre, vous risquez de vous retrouver comme un poisson dans l'eau, c'est le cas de le dire, ou dans une mare puante. Et c'est pour ça que je vous invite maintenant à aller un peu plus loin dans la réflexion. Déjà, si vous êtes une femme et que l'odeur vous pose un problème, puisque vous écoutez ce podcast, c'est que cette odeur vous dérange. Mais la vraie question, est-ce que cette odeur vous dérange vous, ou est-ce qu'elle dérange votre partenaire? Parce que si elle vous dérange vous, cela vient sans doute de votre éducation. Force est de constater que quand vous venez d'un milieu très orthodoxe, avec beaucoup de rigidité autour du sexe, beaucoup d'interdits, beaucoup de tabous, vous savez toujours cette même image de la mère qui éteint la télé quand il y a une scène de baiser. Donc, quand vous avez été élevé dans ce type de famille, le vagin est sale et coupable, le sexe est interdit sauf pour faire des enfants, et forcément, comme les odeurs naturelles remontent, vous ne pouvez pas ne pas les sentir puisque ce sont les vôtres, surtout si pour X raison vous ne vous êtes pas rafraîchi depuis un certain temps, il est clair que vous allez vivre votre odeur comme quelque chose d'horrible, quelque chose que l'autre ne va forcément pas supporter puisque vous ne le supportez pas. Ça marche dans toutes les religions finalement, j'allais dire, qui prêchent l'interdit du sexe et le tabou, mais en fait, si je regarde bien toutes les femmes des communautés que j'accompagne, que ce soit les cathos, les orthodoxes, les musulmanes, quelles que soient leurs origines, les juives, il y a très souvent un discours extrêmement puritain autour du sexe. Donc, on peut envisager l'hypothèse que c'est la religion qui va générer ça, mais je suis certaine qu'il y a des gens qui ne sont pas spécialement religieux et qui ont aussi ces tabous-là et qui, bien sûr, les imposent dans leur famille. Je me souviens d'un couple que j'avais accompagné. Lui, il était complètement phobique du sexe et en fait, ses parents étaient plutôt des anticléricaux, de gauche, syndicalistes, etc. Mais ils vivaient avec un interdit. Une fois qu'on a retrouvé l'origine de l'interdit, les choses se sont arrangées. C'est pour ça qu'il faut pas non plus faire de l'amalgame. Il y a une deuxième explication
qui peut donner du sens au fait que votre odeur vous est insupportable, c'est d'avoir eu une mère maniaque obsessionnelle qui récurait partout, qui nettoyait tout le temps, qui avait de la javel au bout des doigts et qui avait l'impression que le monde était sale. Vous savez, un peu comme ces gens qui se lavent les mains 20 fois par jour, qui sont des maniaques obsessionnels de la propreté. Et vous avez des gens qui se vautrent dans la fange, qui se masturbent, qui n'ont aucune limite. Si vous avez eu des parents comme ça, il est possible que vous ayez fait comme ou que vous ayez fait contre. L'idée, c'est que décider que cet endroit est sale est une réaction, soit par identification, soit par opposition. Il se peut aussi que votre grand frère vous ait humilié en vous traitant de pisseuse, de cochonne, de sale petite fille, et en dévalorisant finalement votre féminin, votre féminité, et tout ce qui avait attrait au fait que vous étiez une fille. Donc, le féminin est devenu dégoûtant. Pour peu qu'elle ait eu quelques copains qui avaient des gros rires gras, bien, ça laisse des traces. Il se peut aussi que vous ayez subi des attouchements, des abus sexuels, et que par conséquent, votre sexe soit resté marqué par l'empreinte néfaste de la personne qui vous a abusé, et que l'odeur soit une expression de ce dégoût de vous-même, qui vient du fait que n'ayant pas été respecté à ces âges où vous êtes tellement vulnérable, vous ne pouvez pas aujourd'hui respecter ce lieu, et le dégoût de l'époque, dégoût qui d'ailleurs peut aussi concerner l'odeur de l'autre, parce que les gens qui ont vécu ce genre de situation se rappellent parfaitement des odeurs. C'est comme si c'était là présent. Ça peut être une façon, une forme de déplacement. C'est-à-dire que vous allez déplacer sur votre sexe et sur son odeur, soit la détestation de vous qui avez été abusé, soit la détestation de celui qui vous a abusé ou d'une autre personne de votre environnement si l'abus n'a pas été sexuel. Il peut se passer tellement de choses dans un dégoût de sa propre odeur que on ne peut qu'envisager des hypothèses. Chaque histoire est singulière et chacun va inventer son propre système de défense parce que le cerveau, face à un trauma, va fabriquer un modèle de survie qui va faire que peut-être qu'en détestant cette odeur, ça permet de survivre. Et c'est important de l'entendre. On est là bien au-delà de l'odeur elle-même. Cette odeur, c'est la porte d'entrée, la partie visible de l'iceberg qui nous emmène à quelque chose de bien plus profond. À partir de là, il est logique que nous parlions des hommes. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, il y a quelques dizaines d'années, les hommes boudaient un peu le vagin des femmes et le cuni n'était pas garanti à chaque fois. Ils étaient un peu dégoûtés. C'était un dégoût qui venait sans doute de la fin de l'ère judéo-chrétienne avec les conséquences de mai 68. C'est comme si on avait coupé la tête de la couleuvre et qu'elle avait encore un petit peu gigoté jusqu'à ce qu'elle s'arrête brutalement. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on est très très loin de ces éducations qui bien sûr affectaient aussi les hommes, les femmes qui sont sales, qui font l'amour en dehors du mariage, qui tombent enceintes, etc. Les temps ont bien changé et de ce que j'entends, même si certaines religions considèrent encore que l'intimité des femmes n'est pas très fréquentable, la plupart du temps, quand j'interroge mes coachés, le cuni, l'intérêt pour son intimité font partie de la norme. Et là où je commence à réagir, c'est lorsque elle pratique la fellation, mais que le cuni n'est pas au rendez-vous. Finalement, plus j'y réfléchis, plus je me dis que critiquer l'odeur intime de sa partenaire ou de sa compagne, ça n'est pas anodin. J'hésite à cet égard entre trois explications, même s'il en existe sans doute autant qu'il y a d'individus. En premier, je songe à la notion de vengeance. Moi, homme, qui décide que l'odeur de ton sexe est trop forte pour moi, et qui, par conséquent, fait donc avoir une sexualité en rapport avec ça, qui ne sera donc pas complètement naturelle, moi, homme, je te fais payer ce que j'ai enduré par ma mère, par là où je suis passé, à savoir son vagin. Le vagin étant le symbole quand même du féminin, de la maternité, ce n'est pas que le sexe. Et si ma mère, pour X raison, m'a castrée, m'a abandonnée, m'a fait vivre des choses pas cool, j'ai encore une rage à l'égard du féminin, de la femme, de ma mère, et je vais la projeter sur toi. En deuxième hypothèse, je verrai l'humiliation. Je te rabaisse dans ce que tu as de plus précieux, dans ton essence, dans ta fragrance, dans ton féminin. Je te rabaisse parce que quand je te rabaisse, je me sens, moi, beaucoup plus haut. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je te rabaisse? Parce que je hais une part de moi et je la projette sur toi. Et plutôt que de me haïr moi, je préfère te haïr toi. C'est beaucoup plus confortable. Du coup, c'est comme si je dirigeais ma colère sur cette partie de toi pour mieux la canaliser. Enfin, ce dégoût peut être vu comme une forme d'aseptisation qui évite toute implication, toute intimité et d'une certaine manière, tout engagement. Dans la mesure où, comme on l'a vu, quand on aime vraiment, on aime l'odeur de l'autre. Il y a une chanson de Slimane à ce sujet. Mais elle ne sent pas ton odeur, pourquoi je te respire dans ses bras? En conclusion, si vous, gente féminine, n'aimez pas votre odeur, demandez-vous ce qui vous a conditionné à occulter une partie de votre féminin, de votre féminité, de votre identité. Si c'est votre partenaire qui vous saoule quant à votre odeur intime, interrogez-vous sur la qualité de son attachement à vous. Enfin, messieurs, si l'odeur humaine, entre guillemets, du vagin des femmes vous dégoûte, je vous invite vraiment et définitivement à consulter. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt du genre à adorer votre odeur intime ou est-ce qu'au contraire vous avez
du souci avec? Est-ce que vous avez eu des partenaires qui étaient compliqués, qui vous en ont fait baver à l'égard de votre odeur intime, ou est-ce que vos partenaires ont toujours adoré vous embrasser, quel que soit le moment de la journée? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines!